Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et bienvenue dans ce webinaire. Donc, j'espère qu'on sera tous au complet pour l'animer correctement. Alors, suite à notre série de mini-MOOC sur la veille et à l'enquête lancée par Archimag au mois de mai sur les principales attentes des veilleurs, nous organisons aujourd'hui ce webinaire sous le titre Bien choisir ses outils de veille et se mettre en conformité. Et donc, en analysant les résultats de cette enquête Archimag, nous nous sommes aperçus que vos attentes se concentraient avant tout sur les avantages et les limites des outils gratuits et sur la meilleure façon d'associer outils gratuits et outils payants. Ce que Jérôme Bondu, qui est consultant expert en veille et dirigeant d'Interliguéré, nous expliquera dans quelques instants s'il est connecté. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne le vois pas connecté. Et ensuite, avec Eric Bertoletti, qui est directeur du développement de Cabecrawl, nous analyserons les fonctionnalités qui ne sont présentes que dans les outils payants et qui les rendent si efficaces. Enfin, Benoît Kerjean, qui est directeur du département juridique du CFC, le Centre français d'exploitation du droit de copie, nous éclairera sur la question du droit de copie, mais aussi sur les conséquences de la nouvelle directive européenne et la conformité sur la copie numérique. Alors, vous avez bien entendu toute la liberté de poser vos questions via le chat que vous voyez dans la plateforme. Nous les traiterons à l'issue du débat. Cela dit, comme vous êtes apparemment nombreux ce matin, ne vous vexez pas si nous ne traitons pas votre question. On essaiera de répondre à celles qui se recoupent. Voilà. Alors, Jérôme, je te laisse démarrer si tu es là. Bon, écoutez, bonjour à tous. Désolé pour ces problèmes de connexion, mais enfin, on a réussi à maîtriser la technologie, ce qui est quand même pas mal pour des veilleurs. Alors, un mot très rapide de présentation, sans la faire trop longue. Donc, je suis consultant indépendant, collaborateur, partenaire avec la CERDA et auteur d'un livre qui s'appelle Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de rappeler que nous passons globalement à côté d'une révolution qui est la révolution numérique, que la grande majorité de la population ne maîtrise pas ni l'histoire d'Internet, ni les techniques de recherche, ni les techniques de veille a fortiori, ni la modification des techniques d'analyse, ni les problèmes de sécurité. Pourquoi faire de l'intelligence économique? Tout simplement parce que par rapport aux enjeux que je viens de présenter, c'est-à-dire les problématiques de recherche, de veille, de sécurité, on a là un véritable levier de compréhension. Et je vais parler une dizaine de minutes, 10-15 minutes, en rappelant pour moi les grands éléments essentiels dans ce qui est en train de se passer actuellement. Premièrement, il faut absolument que nous veilleurs, et d'ailleurs il me semble qu'on a une responsabilité, il faut absolument que nous veilleurs, nous puissions partager, alors déjà bien utiliser, mais partager les techniques de sourcing et de collecte d'informations. C'est la même chose pour la surveillance de l'information. Il faut absolument que nous soyons à même de communiquer en interne dans nos organisations. Je pars du principe que j'ai comme auditoire des personnes qui ont à mettre en place des systèmes de veille. Il faut absolument qu'on puisse partager les bonnes techniques de surveillance. Il faut aussi au niveau de l'analyse que nous puissions être porteurs d'un message extrêmement positif sur le collaboratif. J'ai écrit plusieurs articles récemment, dont un est passé dans Archimag, pour dire que le collaboratif, tout le monde est d'accord pour le faire, mais en réalité, le mettre en place est extrêmement difficile. On va passer ensuite aux aspects influence. Vous voyez, j'ai pas mal de points et ça va être 1 à 2 minutes par point. On va passer ensuite aux techniques d'influence, parce que nous vivons dans le monde de l'influence. Tout est influence. Je ne parle pas bien évidemment uniquement d'Instagram, Pinterest, mais avec l'émergence du web et de Internet au sens large, ce qui n'est pas visible n'existe pas. Et donc, on va avoir une injonction, une obligation de visibilité. Le problème, c'est que cette visibilité va entraîner une multiplication des failles, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup et nos concurrents vont pouvoir racheter. On va être aussi plus sensible à la rumeur. Et donc, il faut que le professionnel de la veille soit capable de maîtriser l'influence et la contre-influence. Point suivant, on va parler de sécurisation, puis de sauvegarde, j'expliquerai ce mot après, et enfin d'organisation. C'est parti pour le premier point. Et alors, vous voyez à l'écran, les 3 premiers points ont été englobés dans le mini MOOC et peut-être que les points suivants feront l'objet d'une prochaine, production. Alors, en matière de sourcing et de collecte,
Je pars du principe que tous mes auditeurs connaissent les opérateurs de recherche d'informations sur Google. Ils sont essentiels, on ne fait rien de bon si on ne les maîtrise pas. Le drame, c'est que 99,99% de la population les ignore. Et je parle de drame parce que pour moi, ça en est un. Ça veut dire que nous avons une innovation entre les mains, un petit peu comme la voiture a été une innovation, sauf que l'intégralité, l'immense majorité de la population roule en première, si je veux filer la métaphore de la voiture. Nous roulons tous en première sur les autoroutes de l'information. Il faut absolument que nous puissions être porteurs de ces messages, parce que vous, veilleurs qui êtes en organisation, à faire des... alors moi, je le fais dans le cadre de mes activités de consulting. Quand j'interviens chez un client, une des premières choses que je fais, je lui demande s'il a mis en place des petites fiches de communication sur ses opérateurs et s'il les a diffusées. 9 fois sur 10, il ne l'a pas fait. Et si vous le faites, vous allez voir que vous allez gagner en notoriété et en visibilité. Vous avez en bas à droite Google Custom Search, donc le moteur de recherche personnalisé de Google. Pareil, c'est un outil absolument génial. Le seul problème, c'est que c'est Google. Alors, j'en parlerai en point numéro 6 et que ça contribue à la monopolisation de l'information par les GAFAM. Mais comme il n'y a pas d'outil alternatif, il faut quand même l'utiliser. En matière de surveillance de l'information, vous avez vu la présentation d'Eric. Les outils gratuits ont un coût caché. Et ces coûts cachés sont liés au temps que nous allons passer pour les utiliser. Alors, je suis un grand promoteur d'outils comme InnoReader, et puis je viens de parler de Google Custom Search. Simplement, pour certaines tailles d'entreprise, il faut passer à autre chose. Sinon, encore une fois, l'aspect gratuit est un leurre et le gain en productivité qu'on peut attendre d'une pratique de veille va s'amenuiser au fur et à mesure que de plus en plus de personnes vont faire des veilles redondantes, vont avoir des problématiques d'analyse et des problématiques de partage d'informations. Point numéro 3. En matière d'analyse, nous n'avons jamais appris à faire de réseau, ni à l'école, que vous ayez fait une école de commerce, une école d'ingénieur, que vous ayez été en faculté. Le réseau, c'est vraiment l'angle mort de l'apprentissage actuellement en France. Si éventuellement vous avez eu un cours de réseau d'une heure quand un DRH en dernière année, pour peu que vous ayez fait une école de commerce ou une école d'ingénieur, un DRH vient en dernière année et vous dit bon, le réseau c'est important, il serait peut-être temps de s'y mettre, ce qui est carrément débile. En réalité, c'est en première année qu'il faut dire ça. Comme ça, l'étudiant, durant ses 3, 4 ou 5 années, peut se construire un réseau puis ensuite l'utiliser. Bon. Alors, vous avez à l'écran ce qu'on appelle un graphe. Et si on pouvait échanger, je pourrais vous demander quels sont les... Alors, j'ai une voix off. Je pense qu'il y a une erreur dans le... Alors, je m'arrête parce que j'ai un retour terrible. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais parler dans le micro, mais je vais enlever mon casque. Alors, si je pouvais vous demander quelles sont les lettres importantes ou quelles sont les personnes importantes dans le cadre de ce graphe, je l'entends parfois, j'entends parfois K, j'entends N, j'entends E. En réalité, il y a 3 personnes importantes. C'est M qui est un super connecteur, il a 6 contacts directs. F qui est au centre, en 2 rebonds, il atteint n'importe qui dans le réseau. Et enfin H qui fait l'interconnexion entre les 2 sous-parties du réseau. Le veilleur doit créer son réseau interne en fonction des personnes qu'il a identifiées, étant M, F, H. Et on parle bien ici de réseau informel et d'organigramme non officiel. Je peux vous présenter aussi un autre travail, un autre graphe qui est réalisé tout simplement avec Excel. C'est quelque chose que je fais très très régulièrement quand j'interviens dans les entreprises. Je demande à mes interlocuteurs, donc responsables ou en charge de la veille, de me faire une cartographie des personnes importantes. On n'est plus sur M, F, H, on est sur d'autres critères. En critère horizontal, vous avez l'affinité. Critère vertical, vous avez l'autorité. Et enfin, la taille de la bulle, c'est l'influence. Et c'est un travail que je ne vais pas décrire par le menu parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant et qui permet aux chargés de veille, aux responsables veille, de détecter les influenceurs dans notre organisation, les personnes sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Ces 2 éléments permettent de créer des veilles collaboratives. Voilà, pas que, bien évidemment, il y a plein d'autres critères, mais ce sont des choses sur lesquelles j'insiste parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'angle mort de la veille à la française. Pas seulement à la française, d'ailleurs, je suis bien persuadé qu'ailleurs c'est pareil. 4e point, il est essentiel de maîtriser les techniques d'influence et de contre-influence. À l'écran, vous avez une image que tout le monde connaît.
Et encore une fois, si je pouvais vous adresser la parole, je vous demanderais de quand ça date. Et je suis sûr que pas beaucoup de personnes le savent. C'est une image qui date de 1917, à une époque où les États-Unis, après avoir eu une politique isolationniste, donc ne pas intervenir durant la Première Guerre mondiale, ont décidé finalement qu'une intervention serait bénéfique pour leur pays. Et là, j'ai mis en place la commission CREEL, C-R-E-E-L, qui est pour but de faire de la propagande de guerre, c'est-à-dire de pousser le public américain à rentrer en guerre. Pourquoi je vous embête avec ça? Tout simplement pour montrer que certaines images ou certaines actions est extrêmement profonde. Cette image, tout le monde la connaît. Et aussi pour vous rappeler que s'illustrait particulièrement durant cette période, quelqu'un qui s'appelle Édouard Bernays, qui est le fondateur des relations publiques et qui va mettre en place toute une série de méthodes et d'outils qui vont être des véritables leviers de communication pour les entreprises. Vous, et encore une fois, je pars du principe que les auditeurs de ce webinaire sont en charge de la veille, vous devez connaître Édouard Bernays par cœur, vous devez maîtriser les techniques d'influence, tout simplement parce que c'est la meilleure manière pour vous de détecter quand il y a des éléments négatifs à votre égard et pouvoir faire de la contre-influence. Cinquième outil que vous devez maîtriser parfaitement, les techniques de sécurité informationnelle. À l'écran, vous voyez 4 images toutes plus rigolotes les unes que les autres. La première à gauche, vous avez un lieutenant-colonel de l'armée française qui travaille dans le train en tenue, ce qui est normalement interdit, et il travaille en clair sur son ordinateur. J'ai un copain qui est dans le train à ce moment-là, qui prend la photo, et mon copain m'explique qu'il travaille sur les préconisations des drones pour l'armée française. Et cette personne travaille pour le COS J3, le commandement des opérations spéciales, J3 étant la branche organisationnelle. C'est hallucinant ce qu'il fait, il n'a même pas de filtre polarisant. Et mon copain m'a expliqué que sur sa gauche, il avait quelqu'un, ce qui fait que ce lieutenant-colonel a orienté son ordinateur vers le couloir pour pas que son voisin de gauche puisse voir, n'empêche que mon copain qui était derrière a pu voir parfaitement son travail. Ceci existe et vous avez même des cabinets qui payent des consultants pour faire Paris-Genève, Paris-Londres et Paris-Bruxelles le lundi matin et le vendredi soir pour écouter ce que les gens disent en première. Pour vous dire que si là on a pris la main dans le sac sur le lieutenant-colonel, en réalité c'est une pratique vraiment qui est courante. On va passer rapidement. Je peux quand même vous parler du personnage qui est en bas. Vous avez le journal de 20 heures, ça se voit, 20 heures. SNCF, une vie de conducteur. Vous avez dans le bureau de cette personne, sur le fond, vous l'avez tous remarqué, l'identifiant et le mot de passe pour se connecter à Pacific, qui est l'outil de la SNCF pour affecter les contrôleurs dans les trains. C'est juste hallucinant. Mais le pire, c'est que c'est pas du direct. Donc, vous avez dans la salle quelqu'un qui filme, le caméraman, quelqu'un qui tient le micro perche. Vous avez lui qui parle, ça fait 3. Vous avez son boss qui est là, c'est évident, et vous avez même quelqu'un de la com, c'est une évidence. 5 personnes. Et comme ça a été monté, vous avez le monteur aussi. C'est-à-dire que si vous avez 6 témoins oculaires, personne n'a pensé à retirer ou à brouiller cette affichette. C'est juste hallucinant. Et encore une fois, je le répète, si je montre ces cas de figure, c'est parce qu'ils sont classiques. En haut à droite, on va passer rapidement sur le cas Robin Sage, qui est le nom de ce cas, j'ai pas le temps de le développer, mais il est savoureux. Vous avez un journaliste américain qui crée un faux profil, tout est faux. L'image que vous voyez là, cette charmante eurasienne, ça a été trouvé dans une banque d'images. Bon, faux nom, faux prénom, faux diplôme, faux parcours, faux stage, tout est faux. Et il s'amuse à rentrer en contact avec des professionnels du renseignement aux États-Unis. La personne qui a fait ça est un Américain. Il s'appelle Thomas Ryan. Il s'amuse à rentrer en contact avec des professionnels du renseignement aux États-Unis, donc des gars de la CIA, du FBI, de la NSA. Vous voyez? Et il réussit dans toutes les centrales sauf la CIA. Et non seulement il réussit à avoir des contacts dans toutes les centrales, mais en plus, uniquement par le biais de Messenger, parce qu'évidemment c'est un homme, il s'appelle Thomas Ryan. Bon, donc il ne communique pas par téléphone, il ne rencontre pas ses interlocuteurs, mais uniquement par le biais d'échanges sur Messenger et sur les emails des différents outils qu'il utilise, il obtient des informations classées secret défense. Il est invité à déjeuner, il est invité à dîner. Alors je ne vais pas avoir l'esprit mal tourné, hein, mais on n'invite pas à dîner comme on invite à déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? On n'est pas loin de l'espionnage horizontal. Bon.
Le pire, c'est qu'en fait, et ça, même des professionnels de la veille semblent passer outre, quand on a un profil sur LinkedIn et qu'on accepte quelqu'un, pour peu qu'on n'ait pas masqué ses contacts de niveau 1, la personne qu'on a acceptée peut voir votre réseau relationnel. Et je me suis amusé à rentrer en contact avec, tenez-vous bien, 300 parlementaires français, députés et sénateurs, qui m'ont accepté. J'en ai demandé 400, il y en a 300 qui ont accepté. Eh bien, 99% ont accepté que les contacts de niveau 1, donc moi par exemple, puissent voir leur réseau relationnel sur LinkedIn. Je parle de LinkedIn. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que si j'avais le temps, malheureusement je n'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, je pourrais reproduire la cartographie des contacts de nos parlementaires français, voir qui sont les superconnecteurs, vous vous rappelez MFH, qui sont au centre et qui sont en réseau avec d'autres éléments. Je pourrais faire la cartographie des lobbyistes. Vous vous rappelez quand Nicolas Hulot est parti et qui s'est plaint notamment d'un certain Coste qui était lobbyiste pour la chasse, eh bien, je serai en mesure de reproduire, en tout cas sur LinkedIn, ce genre de choses. Il y a quelque part une naïveté profonde chez les internautes, je ne parle pas simplement des parlementaires, chez les internautes, dans l'utilisation des outils. Et puisque je parle de naïveté, j'arrive à mon 6e point, qui est que nous sommes en train de casser l'outil qui a été mis en place par les pères fondateurs de l'Internet. Vous avez sous les yeux 3 types de réseaux, centralisé, décentralisé, distribué. Internet, normalement, c'est le réseau qui est distribué. Sauf qu'on est tellement nul que nous sommes en train de centraliser ce réseau qui était volontairement distribué. Et la centralisation qui est faite, c'est tout simplement la centralisation des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont en train de récupérer toute la richesse que nous sommes en train de semer aux 80. C'est parfaitement scandaleux. Nous sommes en train de pourrir cette magnifique innovation, cette révolution. Et si jusqu'à présent, la grande majorité de la population se satisfait tout à fait de donner ces données de géolocalisation, ces données de contact, ces données d'affinité aux GAFAM, il va un jour où nous allons devoir payer ce que nous sommes en train d'obtenir gratuitement. Nous vivons en crédit numérique. Et je répète cette phrase, vous pouvez la tweeter, elle est de moi, en tout cas je ne l'ai pas vue ailleurs. Nous vivons à crédit numérique. Vous savez ce qu'est un crédit quand vous empruntez de l'argent à la banque? Et bien là, c'est la même chose, mais avec les données numériques. Nous vivons un crédit parce qu'on utilise tous des outils gratos. D'accord? Simplement, ces outils récupèrent des éléments qui permettent d'entraîner leur intelligence artificielle, parce que les GAFAM ont les moyens de mettre en place des outils d'intelligence artificielle. Et tôt ou tard, ils vont nous vendre les services que nous sommes en train d'entraîner. D'accord? Quand vous la baladez avec votre téléphone Android en poche, eh bien, toutes les données de géolocalisation, même si le GPS n'est pas activé, sont conservées. Et ça permet, à l'échelle de 550 millions d'Européens et de 3,5 milliards d'internautes, ça permet de connaître les données de déplacement et de pouvoir ensuite vendre des éléments qui iront bien. Vous voyez? Je termine, et j'espère ne pas avoir été trop long. Le dernier point, vous, encore une fois, en tant qu'organisateur de la veille, vous devez non seulement avoir tout ça en tête, mais en plus, vous devez pouvoir l'organiser dans votre structure. D'accord? Et l'organiser, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre les besoins de vos collaborateurs, savoir les transformer en axes de veille, savoir les transformer en éléments d'analyse, savoir les donner à la bonne personne, savoir faire en sorte que le collaboratif fonctionne, savoir prouver que ça marche, même si le calcul du retour sur investissement est impossible, il y a quand même des éléments que l'on peut calculer et on voit que votre barque est bien chargée. Mais pour conclure, pour moi, c'est un métier absolument passionnant. Ça fait 20 ans que je suis dedans, je ne me suis jamais ennuyé un quart de millième de seconde. Il est extrêmement vaste entre les outils, le côté orga, le facteur humain, les aspects sociologiques, psychosociologiques, la science des réseaux, la science de l'influence. Il y a vraiment de s'amuser, je pense, toute une vie. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé et je pense continuer encore une bonne trentaine d'années. Je vous souhaite une excellente carrière dans ce domaine. Merci pour votre écoute. Et alors, comme peut-être on vous l'a dit, malheureusement, je ne pourrais pas rester pour les questions parce que je suis pris au niveau du temps, tout simplement. Mais j'espère que ça vous a intéressé et au plaisir de vous croiser une prochaine occasion. Merci à tous. Je passe la main à Eric Bertoletti, donc, qui va nous parler des principales fonctionnalités des outils clients.
Alors, bonjour à tous. Alors, l'idée, hein, normalement, je devais enchaîner par rapport à la présentation de Jérôme Mondu. Du coup, je vais entamer un petit peu une présentation des principaux apports des outils dits professionnels en regard des outils gratuits. Alors, je vais aborder cela en finalement 5 thèmes majeurs. Le premier étant lié à la pérennité des structures et solutions que vous allez utiliser. Alors, bien entendu, faisant partie de Cabecrawl et ce depuis pratiquement 10 ans, je vais beaucoup parler de Cabecrawl. On pourra englober, bien entendu, d'autres solutions payantes, mais là, pour le coup, je vais vraiment me baser sur ce que je connais bien, c'est-à-dire la solution proposée par la société Cabecrawl. Alors, au niveau de Cabecrawl, bien entendu, ce dont vous allez bénéficier, c'est d'abord la pérennité. La pérennité, mais j'aurais pu appeler ça aussi pérennité, qualité de l'infrastructure et sécurité également. La pérennité, parce que effectivement, dès lors qu'on adresse une solution payante, dite professionnelle, c'est également faire appel à une société qui a une assise. En l'occurrence, Cabecrawl existe depuis pratiquement 20 ans maintenant. Et puis, c'est aussi l'assurance, parce que vous financez quelque part cet effort, l'assurance d'avoir des solutions qui bénéficient des tout derniers développements, qui sont capables de s'adapter et répondre à toutes les évolutions que l'on peut rencontrer sur Internet. Je parlais de l'infrastructure, c'est un élément important. Il est clair qu'en regard de ce qui peut être proposé au niveau des solutions dites gratuites, vous allez pouvoir bénéficier de l'infrastructure nécessaire à la réalisation de votre projet de veille. Donc, et prenons le cas pour ce qui concerne Cabecrawl, ça signifie que chacun des clients Cabecrawl bénéficie de son propre serveur. Je parle bien de vraiment chacun des clients et chacun des projets que l'on mène, son propre serveur garantissant une fiabilité certaine de la solution globale. Au-delà de cet aspect robustesse de la solution, on va parler un petit peu de la sécurité des données. C'est un point qui est très important, notamment avec l'apparition des problématiques RGPD. Aujourd'hui, on fait appel à des professionnels de l'hébergement. Le matériel nous appartient intégralement, ce qui permet de garantir la sécurité de l'information que vous allez pouvoir ainsi capitaliser au fur et à mesure de la vie de votre projet de veille. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, et non moins important, c'est le fait de pouvoir proposer une solution qui pourra s'adapter quel que soit le type de structure ou le type de projet que vous pouvez mener. L'idée ici, c'est vraiment de proposer une solution qui va s'adapter à tous les profils qui peuvent être impliqués sur un projet de veille. Bien souvent, les outils gratuits restent des outils qui sont assez techniques, pour lesquels vous êtes seul, donc il faut quand même un certain niveau pour les pratiquer. Ici, avec les solutions Cabecrawl et l'accompagnement qui est proposé en parallèle, l'idée, c'est vraiment d'adresser différents profils. Alors, on en liste ici les dirigeants d'entreprise parce que ce sont les destinataires finaux de l'activité de veille, mais plus classiquement, on va trouver effectivement les départements marketing, communication pour tout ce qui va être veille concurrentielle, les départements juridiques pour tout ce qui concerne le suivi des lois. Au-delà de ça, on va trouver la partie R&D, qui est un sujet qui nous occupe énormément en ce moment pour toutes les problématiques liées à l'innovation et la veille innovation qui doit être menée aujourd'hui auprès de chacune des organisations qui utilisent nos solutions. Et puis plus classiquement, les départements études et de documentation qui, bien entendu, ont besoin de faire appel à nos solutions. Alors, l'idée, ça va être ici vraiment de proposer une solution qui va s'adapter à toutes les organisations. Donc, on adresse aussi bien les grands comptes que les structures beaucoup plus modestes avec des organisations qui, parfois, sont complètement différentes. Parfois, on va avoir une veille centralisée au niveau d'un service de documentation et puis parfois, elle est plus transverse. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment, la notion de transversalité. Donc, l'idée, ça va être de mettre à disposition la solution de différents départements qui vont faire leur propre veille sur un tronc commun. On a certains de nos clients qui fonctionnent de cette manière-là. Si je prends le cas BNP Paribas, on est sur des métiers très différents au sein de l'organisation, avec le groupe, avec
la partie banque de détail, la partie investment banking, la partie assurance. Chacun de ces départements a ses propres problématiques et l'idée, c'est de faire travailler toutes ces équipes autour d'un outil commun. Alors cet outil, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en parlant de l'apport numéro 3. L'apport numéro 3, il est fonctionnel. L'idée, au travers d'un outil professionnel, c'est vraiment de proposer à nos clients un outil qui va être capable de couvrir l'intégralité de ce qu'il convient d'appeler le workflow de veille, allant de la capacité à surveiller tout ce qui est accessible sur Internet jusqu'à la restitution de l'information, sous différentes formes. Ça peut être au sein d'un portail collaboratif, au travers de la transmission de newsletters. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir couvrir toutes ces étapes en un seul outil. Alors, cet outil, on va le détailler un petit peu plus tard, notamment je vais parler du crawler, du pilote et de la plateforme, que sont les 3 modules qui composent l'offre. Mais l'idée, c'est vraiment de couvrir toute cette partie fonctionnelle, ce que ne fait pas forcément les outils gratuits, qui souvent sont cantonnés à une activité. Donc, on va trouver des outils qui sont capables d'agréger des flux RSS. On va trouver des moteurs de recherche qui sont accessibles. On va trouver des outils qui permettent de faire de la curation web. On peut trouver des plateformes de diffusion. Mais généralement, on est sur des outils qui, d'une part, sont isolés dans le workflow de veille et puis qui, d'autre part, sont quand même assez limités dans leur fonction, sauf à commencer à payer. Parce que bien souvent, ces outils sont dits freemium. C'est-à-dire que vous avez accès à un certain nombre de petites fonctions qui permettent de démarrer un projet, mais très rapidement, vous allez être bloqué dès lors que vous allez vouloir rendre votre projet plus professionnel. Donc, si je passe en détail chacun des modules de l'offre KB Crawl, on a d'abord le crawler qui est dédié à l'activité de surveillance et de collecte et que l'on va retrouver ici. L'idée, là, c'est vraiment de mettre entre les mains des veilleurs, de tous ceux qui vont pratiquer la veille, pas forcément des documentalistes d'ailleurs, puisque tout un chacun peut exploiter la puissance de KB Crawl. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de leur mettre entre les mains un outil facile à appréhender et qui va leur permettre de surveiller tout ce qui est accessible sur Internet. Alors, ça va être des pages web, des sites web dans leur globalité, les différents médias sociaux, puis des blogs, des forums, des groupes de discussion, les bases documentaires qui sont accessibles en ligne. Et là, je ne parle pas que d'ailleurs des sources presse. Les sources presse est un élément que l'on peut surveiller. Mais l'idée, par exemple, si vous faites une veille concurrentielle, ça va être bien entendu de connecter la source de vos concurrents, les sources de vos concurrents, de manière à être informé le plus tôt possible d'une nouvelle actualité liée à votre concurrent. Donc, rien de mieux que de connecter des sources primaires pour être alerté le plus tôt possible. Bien entendu, au-delà de ses capacités de surveiller tout ce qui est accessible au travers d'un navigateur, KB Crawl, c'est aussi un certain nombre de fonctions avancées. Alors, j'en ai listé 2 ici, mais il y en a beaucoup d'autres, telles que la possibilité de vraiment désigner au sein des pages complexes que vous allez surveiller quels sont les blocs qui vous intéressent, de manière à limiter autant que possible le bruit qui va être généré à la surveillance de ces pages. Donc, vous indiquez au sein d'une page quelle est la partie qui vous intéresse. KB Crawl ne surveillera que celle-ci pour ne pas générer de bruit. Autre élément important, cette liberté que vous aurez à définir vous-même la fréquence de surveillance sur chacune des sources que vous avez placées sous surveillance. Là, c'est un élément important qui généralement n'est pas proposé par les outils gratuits. Ils ne vous laissent pas le choix de la fréquence à laquelle vous allez surveiller vos sources. Or, on le sait, il y a des sources qui sont extrêmement prolixes en termes d'information, telles que les médias sociaux ou encore les sources presse qui produisent régulièrement de l'information. Si on n'est pas en capacité de les surveiller sur des échéances très courtes, vous risquez de passer à côté d'une information importante. Au-delà du crawler, on va vous offrir la capacité, bien entendu, de choisir l'information pertinente et vous offrir la capacité également de la retravailler, de la mettre en forme, d'y ajouter votre propre analyse de manière à ce que l'information soit facilement digérée par vos destinataires, c'est-à-dire vos interlocuteurs en bout de chaîne, ceux à qui vous destinez l'information. Et ici, donc, au travers du pilote, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de retravailler le contenu qui a été collecté par le crawler, y ajouter votre analyse, vos commentaires, pourquoi pas des pièces jointes qui viendraient compléter cette information, avant finalement de définir de
partager cette information au travers des différents livrables qui vous sont proposés. Les livrables qu'on va trouver donc au sein du dernier module qui est le module plateforme. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un portail collaboratif avec cette idée ici que de pouvoir partager l'information pertinente qui aura été collectée et mise de côté par l'équipe de veille auprès de votre population de lecteurs qui pourront s'appuyer sur cette information pour la faire vivre, parce qu'eux-mêmes pourront ajouter des commentaires, eux-mêmes pourront sélectionner l'information qui les intéresse pour se créer leur propre flux interne de veille. Donc voilà, l'idée c'est vraiment au travers de tout cela de vous permettre de couvrir l'intégralité de ce qu'il convient d'appeler le workflow de veille, allant de la surveillance jusqu'à la diffusion de l'information avec toutes ces capacités de traitement et d'analyse du contenu qui aura été collecté. Donc, l'idée derrière, et c'est le quatrième point, c'est que bien entendu, pour la réussite de votre projet, il faut que vous soyez accompagné. C'est quelque chose que, bien entendu, les structures qui proposent des outils professionnels pourront vous proposer, avec cette volonté de faire en sorte que votre projet de veille soit une réussite. Et pour ce faire, donc on propose, en tout cas au sein de KB Crawl, un certain nombre de prestations de formation, d'accompagnement qui tendent à permettre la réussite de votre projet de veille. Alors, quand je parle d'accompagnement, l'idée, c'est vraiment de se calquer et de répondre aux besoins de chacun des clients que l'on va avoir. Alors, certains de nos clients sont déjà aguerris, ont l'habitude de mener des projets de veille et vont se contenter d'un accompagnement à minima, à savoir la mise en œuvre et la formation des utilisateurs. Pour certains autres de notre clients, un accompagnement plus poussé pourra être proposé, notamment en termes de sourcing et paramétrage, avec cette idée que les équipes KB Crawl vont intervenir pour être force de proposition dans l'identification des sources web pertinentes dans le cadre du projet que vous souhaitez mener. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'expertise des sociétés qui éditent ces solutions. Chez KB Crawl, on a mené plus de 350 projets de veille. On a la connaissance des sources web effectivement intéressantes dans le cadre des différents projets que l'on peut mener. On doit être force de proposition pour cela. Le dernier point sur lequel on est en capacité d'intervenir, c'est cette capacité à intégrer complètement votre projet de veille. Donc ça, c'est vraiment pour les structures qui souhaitent mener une veille, mais qui n'ont pas les ressources humaines pour le réaliser et qui peuvent faire appel à KB Crawl pour la réalisation complète du projet, allant bien entendu de sourcing paramétrage, la validation des informations les plus pertinentes, la réalisation des livrables à destination des consommateurs de la veille. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de proposer aujourd'hui à nos clients. Dernier point, parce qu'après j'arrive au terme du temps qui m'est imparti. Dernier point, donc c'est l'apport numéro 5. C'est un point très important. En vous appuyant sur des structures professionnelles qui éditent des outils professionnels de veille, vous allez, pour certains d'entre eux, et c'est le cas pour KB Crawl en tout cas, vous allez rejoindre une structure qui a fait ce qu'il fallait pour vous permettre de réaliser une veille qui est en conformité vis-à-vis des droits d'auteur. On le sait, c'est un sujet qui bouge, notamment au travers des directives européennes qui évoluent ces derniers temps. C'est un point important que l'on devait apporter et raison pour laquelle on a mis en place un accord en 2018 avec le CFC qui permet à l'ensemble de nos clients de réaliser leur veille web en toute légalité. Mais ça, Benoît qui parle après rentrera dans les détails de tout ce que ça couvre. Je vais pas le faire ici, mais sachez qu'en vous adressant à des structures et en tout cas à des solutions professionnelles payantes, vous aurez également cet ajout qui vous permet de faire votre veille en toute légalité et ne pas être limité dans vos capacités à surveiller les différentes sources, notamment les sources presse qui font partie du référentiel CFC et qu'aujourd'hui, vous pouvez surveiller au travers des solutions KB Crawl. Donc voilà, moi j'ai fait le tour
bien entendu, il y aurait énormément d'autres choses à dire hein, sur les apports que peuvent avoir les solutions de veille professionnelle. Mais en tout cas, j'ai fait le tour des 5 points que je voulais aborder avec vous. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au travers de l'outil qui est mis à votre disposition. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou n'hésitez pas à contacter derrière soit Québecrolles directement, soit Serda Archimag qui me transmettra vos différentes questions. Oui, alors, je repasse le micro à Eric. Voilà, alors juste pour vous dire que Jérôme Bondu nous rejoindra à l'issue de l'intervention de Benoît Kerjean du CFC, à qui je cède tout de suite la parole sur donc les obligations liées au droit de copie. Merci aux deux Eric. Alors je vais essayer de pas freiner cette belle dynamique en ayant une tâche un peu fastidieuse, que je vais m'employer à vous rappeler en quelques mots le cadre réglementaire de la veille, un aspect technique complexe sur la partie juridique. Bon. De manière générale, quand on parle de copie d'œuvres protégées et de veille en France, il est vrai qu'il est bien difficile de ne pas parler du Centre français d'exploitation du droit de copie, le CFC, qui est un organisme qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier de la presse et du livre. Il ne faut pas oublier cet aspect. On a beaucoup parlé de la presse dans les contenus. Le livre, évidemment, est appréhendé également par la gestion du CFC pour le compte des auteurs et des éditeurs depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, dans le cadre de cette gestion, le CFC va signer directement avec les organisations des contrats qui vont les autoriser à effectuer des copies pédagogiques ou professionnelles selon le secteur d'activité, afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès aux œuvres. Eric a beaucoup parlé de contenu, donc on va essayer de le détailler un peu plus. En ce qui concerne les copies pédagogiques, on est vraiment dans la reproduction d'extraits de publications réalisés et diffusés sous forme de photocopie ou de copies numériques dans des établissements d'enseignement ou de formation. Quand on évoque la copie dite professionnelle, ça concerne essentiellement les entreprises, les administrations, les associations, aux fins de rediffusion numérique ou papier de copies d'articles de presse, ainsi que la rediffusion numérique toujours de programmes audiovisuels ou radiophoniques. C'est également un aspect qui est appréhendé de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui dans l'activité de veille et pour lesquels le CFC intervient. Je rappelle, mais beaucoup le savaient déjà, qu'en ce qui concerne la copie, alors ce que l'on appelle la copie par reprographie, c'est-à-dire la photocopie, support papier, le CFC effectue une gestion collective obligatoire. Vous êtes dans l'obligation de passer pour la photocopie papier par le CFC pour toute œuvre de l'écrit. A contrario, la copie numérique, on est bien sur une gestion collective volontaire, ça veut dire que ça repose directement par un apport de droit sur un apport de droit des éditeurs, et c'est selon le répertoire des œuvres confiées au CFC que nous allons ensuite consentir des autorisations. Donc copie, gestion collective obligatoire pour la reprographie, copie numérique, gestion collective volontaire pour l'ensemble de ces aspects. Donc aujourd'hui, ce sont 80 000 organisations qui sont sous contrat avec le CFC. Ça représente approximativement 52,5 millions d'euros de droits qui sont reversés à l'ensemble des auteurs et des éditeurs concernés sur 95 000 œuvres en 2018. Alors, concernant plus précisément la veille web et le droit d'auteur, donc rappelons, Eric en a beaucoup parlé, je vais essayer de replacer des notions un peu plus juridiques. Rappelons que l'activité de veille web consiste avant tout à surveiller, donc à crawler des sites internet, à collecter, à reproduire, c'est une notion essentielle et on va y revenir, puis à stocker et indexer des contenus via des logiciels ou des plateformes spécifiques, afin ensuite de transmettre des analyses ou des hyperliens permettant d'accéder aux contenus sélectionnés en ligne. Beaucoup de termes techniques, vous les maîtrisez. Sur un aspect juridique, il faut revenir évidemment sur l'ensemble afin de mieux les appréhender et de bien comprendre le pourquoi de ces autorisations. Donc, je fais ici une parenthèse pour préciser qu'il est essentiel, et on l'oublie souvent, de bien distinguer veille web et ce que l'on appelle la veille média. Dans la veille web, la finalité, c'est vraiment la transmission d'analyses et d'hyperliens, in fine.
Alors que sur la veille média, on est bien sur la transmission de l'information elle-même, donc en accès direct. On vous transmet des contenus, on vous transmet des œuvres, et on est vraiment sur un outil qui est totalement différent. Donc, ces contenus crawlés, je referme la parenthèse, ces contenus crawlés sont de deux natures. Protégés par le droit d'auteur, c'est le plus fréquent, hein. Vous avez des articles de presse, des photos, des programmes audiovisuels, de la musique. On parle alors d'œuvres protégées et leur utilisation nécessite, y compris pour la veille web, nécessite un accord spécifique. Vous avez ensuite des contenus qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, discours d'actualité, des œuvres tombées dans le domaine public, donc des œuvres qui voient leur auteur décédé depuis plus de 70 ans, pour résumer la règle autour de la protection des droits, des décisions de justice, évidemment tout ce qui est données publiques, les Creative Commons, etc. Pas de droit au niveau, pas d'autorisation au niveau droit d'auteur, attention, et on vous conseille systématiquement d'aller vérifier les conditions générales d'utilisation des sites en cas de doute. Vous pouvez être soumis à une autorisation sur une autre réglementation, concurrence déloyale. Eric en a parlé, le RGPD aujourd'hui qui est extrêmement présent, donc ce n'est pas parce qu'une donnée n'est pas protégée par le droit d'auteur qu'elle est librement exploitable. Lorsque cette veille s'effectue sur des sites de presse, gratuits ou payants, il faut le rappeler, nous l'avons précisé, hein, la collecte de contenu puis leur stockage impose un acte de reproduction. C'est un aspect indispensable en matière de veille, et c'est bien cet acte de reproduction qu'implique donc le crawling qui est soumis à autorisation préalable, quand il concerne des œuvres protégées évidemment. Également, la mise à disposition de contenu nécessitera un nouvel accord, indépendant de la veille web, on retombe sur la veille média. Mais si vous visualisez, il est important vraiment de le comprendre, si vous visualisez directement ces contenus sur le site de l'éditeur, donc vous n'avez pas d'acte de reproduction, il n'y a pas de collecte de contenu, vous êtes là absolument pas soumis à autorisation préalable. Donc, encore une fois, et j'insiste, c'est toute la mécanique au sens juridique. L'autorisation s'impose à partir du moment où vous reproduisez des contenus. Si vous êtes sur une logique de simple consultation directement à la source, l'autorisation ne s'impose pas. J'en profite pour faire un point à cette étape sur la directive 2019 visant à adapter et à harmoniser le droit d'auteur en Europe à l'ère du numérique. Nous avons actuellement une proposition de loi couvrant seulement un aspect de cette directive qui vise un certain nombre de dispositions, dont l'exception pédagogique, le TDM, etc. Cette proposition de loi s'attache vraiment à définir un droit voisin des agences et des éditeurs de presse. Ça a été adopté à l'Assemblée nationale le 9 mai dernier, ça repasse au Sénat, on attend le calendrier, mais il faut bien comprendre que ce dispositif et la directive dans son ensemble vient, in fine, conforter la législation française en matière de droit de reproduction et ainsi la nécessité d'obtenir une autorisation, même sans diffusion de contenu, à partir du moment où vous reproduisez des œuvres. La directive ne vient absolument pas modifier un dispositif que nous connaissions déjà en France depuis 1957, donc on était, alors je ne sais pas si on était très en amont, mais en tout cas c'est un droit extrêmement protecteur des auteurs. Et nous avons aujourd'hui, c'est surtout l'élément essentiel, une uniformisation au niveau européen, ce qui est vraiment la très grande, il faut le dire ainsi, très grande victoire de cette directive et du législateur européen. Lorsque vous passez par un prestataire de veille web et que ce dernier donc met à disposition, à votre disposition, un logiciel de crawling ou une plateforme permettant d'effectuer votre veille, ou s'il vient lui-même faire la veille pour votre organisation, en vous fournissant donc des analyses et des hyperliens, vous devez, travaillant dans ces organisations et faisant appel à ce prestataire, vous assurer qu'il dispose bien d'une autorisation. En effet, dans ce cas, c'est au prestataire lui-même et non pas à vous d'obtenir un contrat permettant ensuite de réaliser son activité de veille. De votre côté, par contre, donc en tant que veilleur au sein de votre organisation, de votre entreprise, vous pouvez rediffuser ces analyses et ces hyperliens sans nouvelle autorisation. Donc c'est vraiment votre prestataire qui est sous contrat, en l'occurrence avec le CFC si on parle de KB Crawl, ce n'est pas à vous, au moins en ce qui concerne l'étape de la rediffusion des analyses et des hyperliens.
Attention, cette prestation de veille web, je me répète et m'en excuse, mais la confusion est fréquente. Cette prestation de veille web ne permet pas, encore une fois, la fourniture des contenus, donc directement des œuvres protégées. Il faut pour cela une nouvelle autorisation. Donc on se limite bien à la fourniture d'analyse et d'hyperliens. Si vous souhaitez maintenant réaliser vous-même votre veille web, donc vous ne passez plus par un prestataire, c'est vous en interne qui réalisez cette activité. Ça veut dire que vous disposez d'un logiciel de crawling acquis directement par votre organisation, ou vous utilisez des moteurs de recherche en libre accès ou directement par le crawling des sites, des éditeurs en ligne, mais que vous copiez directement les contenus, donc il y a toujours cet acte de reproduction. Dans ces cas-là, c'est vous, en direct, comme l'est le prestataire qui est soumis à autorisation préalable. Donc le contrat est signé directement entre votre organisation et le CFC en l'occurrence, au moins pour les œuvres du répertoire du CFC. Par contre, nous le rappelons, vous n'avez pas besoin de ces autorisations pour réaliser votre veille web via des moteurs de recherche en libre accès ou directement sur des sites de presse si vous copiez uniquement les URL, donc les fameux liens hypertextes, et que vous les rediffusiez ensuite en interne. Donc on est toujours sur cette distinction accès direct au contenu ou transmission des contenus. Là encore, il faudra une nouvelle autorisation si vous souhaitez rediffuser les contenus crawlés sous une autre forme que des analyses ou des hyperliens. Donc on retombe sur les panoramas de presse, les copies de travail, les dossiers documentaires, les newsletters, etc. Concernant plus précisément les contrats d'autorisation proposés par le CFC, on en a beaucoup parlé, donc on va commencer par le contrat de veille web. C'est un contrat qui autorise ces fameux actes de reproduction qu'implique l'activité professionnelle de veille, donc qui permet d'extraire puis de stocker les contenus sur vos serveurs ou sur ceux de votre prestataire. Ces contrats concernent une veille web qui est réalisée par le prestataire directement, en contrat du CFC, par le prestataire directement ou par ses clients, mais par l'intermédiaire des outils du prestataire. Donc, on n'est pas sur une relation directe avec le client, on est bien par l'intermédiaire du prestataire. Ça s'applique pour tous les sites dont le CFC gère les droits et auxquels l'accès s'effectue évidemment licitement. Il inclut la restitution d'analyses et des hyperliens, permettant d'accéder directement à ces contenus en ligne, et prévoit in fine un paiement d'une redevance qui est assise de manière forfaitaire. La signature d'un tel contrat est globalement le seul outil aujourd'hui qui vous permette de vous assurer d'un parfait respect de la réglementation en matière de veille. Concernant les contrats autorisant les rediffusions de copies de contenu, on en a beaucoup parlé, donc il était utile pour nous de faire un point également sur ces aspects, même si, encore une fois, vous êtes là aujourd'hui beaucoup plus pour évoquer la veille web. Nous avons principalement deux types de contrats. Un contrat CIPRO, qui est un contrat copie interne professionnelle. Ce contrat autorise toutes les rediffusions et mises à disposition ponctuelles aux collaborateurs de copies numériques de presse dont le CFC gère les droits de copie papier et livre. Il prévoit également le paiement d'une redevance annuelle établie d'après les effectifs de l'organisation. Et vous avez enfin le contrat Panorama, alors qui est un contrat très connu d'un certain nombre d'organismes, puisque c'était vraiment la base de tous ces aspects de veille. Ce contrat autorise les rediffusions et les mises à disposition périodiques à des destinataires prédéterminés en interne, de copies numériques de presse et d'extraits audiovisuels, dont le CFC, là encore, gère les droits presse et livre. Ça prévoit le paiement d'une redevance selon le nombre d'articles ou de pages copiées, et le tout sur une déclaration qui est effectuée directement auprès du CFC. Donc si je reprends pour terminer sous forme un peu de résumé, la veille web implique nécessairement un acte de reproduction. C'est une étape indispensable pour permettre la production puis la mise à disposition des analyses et des hyperliens. Cet acte, quand il concerne des œuvres protégées, nécessite l'accord préalable des auteurs ou de leurs ayants droit. Les liens hypertextes et les analyses ne sont pas soumis à autorisation préalable, tout comme la consultation des contenus directement sur le site de l'éditeur sans reproduction des œuvres. Le contrat de veille web n'autorise pas la diffusion des contenus eux-mêmes, ce qui fait l'objet d'un contrat et d'une autorisation spécifique. Et enfin, vous l'avez compris, nous avons une directive 2019 qui vient véritablement conforter la réglementation française en matière de droit de reproduction et d'autorisation préalable. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop
perdu dans ces explications et on reste bien entendu à votre disposition pour tenter de répondre à vos questions. Merci à tous.